Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Le Grand Déballage, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est un nouveau rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le député Bissiri Joseph Sirima. Il est avec nous sur le plateau de votre émission. Honorable ou monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à Burkina Info pour cette émission Le Grand Déballage. Comment va le député Bissiri Joseph Sirima? Mais aller dans quel sens? Côté santé, côté social et tout. Très bien. Vous allez bien? Malgré toute la polémique qu'il y a autour de votre personne depuis maintenant quelques jours au Burkina Faso? Oh, je suis toujours serein. Oui. Vous savez, nous sommes dans le jeu politique. Donc, j'allais dire tous les coups sont permis. Vous parlez de coups, vous voulez contester les images qui ont tourné un peu partout là? Oh non, pourquoi? Les images sont des images. Mais derrière les images, il y a tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on peut aussi tirer comme conclusion ou autre. D'accord. Cette émission est regardée par des millions de personnes au Burkina et dans le reste du monde. Pour qu'on puisse être situé sur ce dont on parle, je voudrais vous inviter avec les téléspectateurs à regarder cette image-là qu'on a captée de vous lors du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Bien de des personnes dans notre pays. L'accentuation des attaques terroristes sur notre pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, à cet instant précis de mon propos, je voudrais lancer un appel solennel à tous les Burkinabés, de tous bords. Un document signé de la rédaction de Burkina Info. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces images? Bien sûr. Je me reconnais dans cette image parce que, effectivement, avant que le Premier ministre n'arrive, nous avons eu, effectivement, enfin, j'avais la tablette en main. Et je jouais avant qu'il ne vienne. Alors vous dites que cette image a été faite avant l'arrivée du Premier ministre à l'Assemblée nationale? Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de contester quoi que ce soit. Ce que je veux dire, le jeu, ou du moins l'utilisation de la tablette en elle-même, n'est pas là la question incriminée. C'est le fait qu'à un moment donné, on a pris une image qui est fixée sur un jeu. C'est ça qui fait la polémique. Moi, je suis un adepte de la théorie des jeux. Vous savez, la théorie des jeux, c'est quelque chose qui m'a fasciné depuis l'université. Vous voyez pourquoi? Toute la vie, toute l'activité humaine se résume à la théorie des jeux. La théorie des jeux a été utilisée par les grands stratèges, l'armée l'utilise. Et quand je vous prends un exemple, si vous regardez aujourd'hui la lutte contre l'insécurité, c'est les jeux. Pourquoi? Vous avez d'un côté un État qui se bat pour mettre ces populations dans la sécurité. Et de l'autre côté, vous avez des gens, on peut les qualifier de tous les noms, donc qui aussi mettent tout en œuvre pour déstabiliser cet État. Donc, à partir de ce moment, ils utilisent tout. Donc, vous voyez, et la somme de ces jeux est forcément nulle. Parce que l'État veut arriver à juguler le phénomène. Les bandits et les terroristes veulent eux aussi arriver à déstabiliser. Donc, il faut à un moment donné arriver à neutraliser, à ce qu'un gagne.
Oui, vous l'avez dit, la théorie des jeux, c'est bien beau toutes ces explications, mais est-ce que c'est à l'Assemblée nationale qu'il faut faire ces jeux-là? On sait que c'est un lieu par excellence de concentration. Le député du peuple que vous êtes, vous n'êtes pas censé être en train de jouer quand même au sein de l'hémicycle. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je ne jouais pas tout le temps. Je vous ai dit, c'est une tablette que j'ai partout. Vous l'avez là, ici. Peut-être en attendant que je rentre dans ce studio ici, j'utilisais la tablette. Le jeu, moi, dans ce cas, me permet toujours de me concentrer et d'aborder mes problèmes. Mais est-ce que cette concentration n'aurait pas dû être sur le discours du Premier ministre déjà, hein, les questions que vous étiez censé lui poser, la situation de la nation? Quand on voit un peu la gravité de la situation et puis voir un député en train de jouer à des cartes, c'est quand même suffisamment grave. Non, c'est pour ça. L'opinion a le droit de se poser des questions. Voilà, c'est pour cette raison que le journaliste ou les journalistes, par exemple, s'ils ont remarqué que des députés faisaient autre chose, parce que je profite de dire, ce n'est pas moi, ma seule personne. Il y a beaucoup de gens qui faisaient autre chose, aussi des jeux, même si ce n'est pas des jeux de cartes. Alors, mais ce que je veux dire, non, s'il vous plaît, ce que je veux dire, c'est que le journaliste devra, à la fin, par exemple, m'aborder comme les autres qu'il a remarqué et me poser la question, qu'est-ce que je pense du discours du Premier ministre? En ce moment, il saurait si j'ai suivi ou pas. Vous voyez, c'est compliqué. Et quand on prend, bien sûr, on a l'impression que vous pensez que c'est fait à dessein pour vous nuire politiquement, ou bien vous pensez que c'est le fait d'adversaires politiques éventuellement? Non, quand on dit fait à dessein, il est évident que c'est parce que j'ai prêté le flanc dans cette situation que des gens exploitent. Si je n'avais même pas ma tablette, ce problème ne se serait pas posé. Mais je vous dis, la dernière DPG, pas celle d'Abiré, Paul Kabatieba, oui. Vous pouvez revenir à vos sources et vous verrez que j'ai posé une question importante à l'époque, disons une suggestion. J'ai fait une suggestion. J'ai demandé au Premier ministre, je lui ai dit, s'il veut vraiment réussir ce qui est fait, il y a une condition importante, c'était de demander un moratoire sur les marchés. Parce qu'on ne peut pas faire tout ça en respectant à la lettre. Parce que souvent, les gens se croient obligés d'écouter tout. J'ai dit, il fallait demander un moratoire à l'Assemblée de 2 ans, j'avais dit, pour pouvoir aller vite. Malheureusement, j'allais dire, ce n'est que 2 ans après le gouvernement est venu demander, si je puis dire, c'est presque la même chose, un moratoire. De toute façon, vous êtes de la majorité, donc on pourrait dire que ça a été suscité à travers votre parti politique. On pourrait revenir là-dessus. Mais je voudrais qu'on fasse encore une escale sur ces histoires d'un manque de concentration des élus nationaux. Alors, on a d'autres images également. Vous n'êtes pas le seul à être dans la situation. On va les regarder et on reviendra juste après. Une force de sécurité intérieure qui se battent contre la barbarie et pour le triomphe de la paix. Je leur rends un hommage vibrant. C'est aussi l'occasion pour moi d'adresser sous-régional en insistant sur la nécessaire synergie d'action, en particulier entre les pays du G5 Sahel, aux orientations du plan stratégique de réforme des forces de l'armée nationale 2018-2022, qui seront mises en œuvre sous l'impulsion de l'efficacité des chefs d'État du G5 Sahel, qui ont bien compris que la solution au terrorisme et à l'extrémisme violent dans le Sahel passe. Les récents conflits communautaires, en particulier celui de Yirou, ont montré qu'il est impérieux pleinement le rôle de prévention et d'interposition en cas de besoin. Troisièmement, de solliciter l'accompagnement des autorités coutumières et religieuses de nature à aggraver la situation que j'ai évoquée plus haut, qu'en soit ainsi. J'invite cependant à des réponses urgentes. J'engagerai également des actions structurelles qui s'inscrivent dans la durée pour répondre aux aspirations pour forte augmentation de la demande. À cet effet, le gouvernement prendra les mesures suivantes.
accroître les infrastructures pédagogiques au développement de notre économie. Troisièmement, le développement d'une recherche scientifique orientée vers les innovations technologiques est un moyen de travailler à l'assainissement du cadre de vie, constitue également un levier important de développement du capital humain. Pour impulser une dynamique dans ce sens, mon gouvernement s'engage à intensifier les actions. Une sélection d'images donc réalisée par la rédaction de Burkina Info depuis l'Assemblée nationale du Burkina. Alors, monsieur le député, on peut contester, on peut en vouloir aux journalistes, mais ces images-là ont été tournées au moment où le Premier ministre prononçait son discours. Alors, ces images-là prouvent à souhait simplement, et peut-être justifient le fait qu'on dise que les députés aujourd'hui ne valent pas grand-chose parce qu'ils passent tout le temps, non seulement avant ils dormaient, maintenant ils ne dorment plus, ils jouent avec leur téléphone quand il y a une situation nationale importante. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que ça les empêche de suivre le discours? Ce n'est pas possible. Non, non, mais on ne peut pas s'amuser avec son téléphone à un moment aussi crucial de la nation. Vous pensez que c'est s'amuser? C'est que, par exemple, certains font. Il y en a qui envoient des courriers. Peut-être que c'est urgent. Je me mets... On ne peut pas, à partir d'une simple image, juger. C'est ce que je vais vous dire. Et je pense que les députés font leur travail. Ils sont sereins dans ce qu'ils font. Et je vous ajoute, chaque groupe parlementaire prépare des questionnaires. Parce qu'on peut recevoir le discours, on prépare des questions. Et il y a une liste à chaque séance suivant les cas de gens qui doivent intervenir. Donc ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Donc, vous pensez que c'est un faux procès qu'on fait aux élus nationaux et tout? Pour moi, je pense qu'il faudrait peut-être savoir si le peuple pense que avoir des portables ou autres à l'Assemblée n'est pas bon. Peut-être il faut prendre un texte à ce niveau pour qu'on n'en parle avec des textes. Et un jour aussi, il faudra aller plus loin. Mais je pense... En réalité, aujourd'hui, tout le monde dit, voilà, dans un pays comme le Burkina, où ça ne travaille pas bien, si on va laisser les gens s'amuser, enfin, utiliser le téléphone à toutes les heures, on n'aura pas de productivité. Vous-même, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que si les fonctionnaires moyens le faisaient, vous allez le contester. Quel résultat on peut avoir dans un pays avec de tels comportements? Je suis d'accord que en faire seulement, c'est-à-dire utiliser la technologie uniquement à des fins néfastes, ce n'est pas bon pour le développement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut qualifier à un moment donné de néfaste ou de positif? C'est ça toute la question. C'est pourquoi je vous dis, en réalité, je me dis que la technologie avance, le monde avance, et c'est des choses, on ne peut pas reculer. Maintenant, dans tous les pays, d'ailleurs, c'est comme ça. Et vous verrez le discours à la nation d'un certain président américain, vous ne verrez pas des sénateurs ou encore des élus en train de manipuler leur téléphone comme ça. Ils le font, c'est partout, s'il vous plaît, c'est partout. Ce n'est pas une question, c'est-à-dire chaque technologie impose des comportements à un moment donné et qui, à la longue, ce comportement va s'adapter suivant que le produit a fait déjà ses preuves ou pas. Mais est-ce que vous avez senti que dans l'opinion, quand même, c'était la frustration, la déception de par tout ce qu'on a pu constater, notamment votre cas particulier? Bon, déception. Je pense que aussi, au niveau des réseaux sociaux, bon, c'est ceux qui, maintenant, c'est ça, maintenant l'utilisation qu'on a fait. Quand on va dire aux gens, voilà ce que font les... Ça veut dire qu'on recherche quelque chose. Mais aujourd'hui, est-ce que... Un député n'est pas n'importe qui, tout le monde. Voilà. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, voilà, on respecte quand même notre fonction et on respecte la personne du Premier ministre. Mais je dis aujourd'hui, il faut quand même être très regardant. Je dis qu'il y a une utilisation un peu n'importe comment des réseaux sociaux et qui va porter et qui porte préjudice. Mais c'est une interpellation citoyenne, pourrait-on le dire. Si ça peut faire changer les choses dans le bon sens, pourquoi vouloir impérativement interrompre les choses? Voilà, j'ai parlé dans le même sens. J'ai dit à un moment donné, de façon naturelle, cette technologie va avoir ses limites.
on passera à autre chose. Mais c'est comme ça. Au départ du téléphone cellulaire, vous savez très bien ce qu'il y a eu et tout. Les gens qui... Ah, est-ce que tu me vois? Parce qu'il est à la banque. Est-ce que tu as fait manger les enfants? Tout ça là, on l'a vu. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les limites sont à ce niveau? Aujourd'hui, le téléphone cellulaire est devenu quelque chose d'indispensable à tout le monde. Et aujourd'hui, au contraire, il faut voir l'utilisation qu'il faut en faire pour tirer le meilleur profit. À partir des téléphones cellulaires, nous avons par exemple fait développer, disons, un logiciel pour suivre le cours des marchés sur les produits du cru, les produits de la production agricole, céréalière. Vous voyez? Mais ça, c'est ça qu'il faut rechercher. Personne ne nie l'importance de la nouvelle technologie. Est-ce que vous avez eu un retour de vos électeurs, notamment les habitants de la région des Cascades? Est-ce que certains vous ont appelé, vous ont dit qu'ils étaient un peu déçus de ce qu'ils ont pu voir? Non, honnêtement, personne. Personne. Personne ne m'a appelé. Vous n'avez pas été ébranlé par cette affaire? Moi, pourquoi? Moi, c'est-à-dire que tout est une question de conscience de chacun à un moment donné. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire quand vous êtes vraiment en phase avec votre conscience pour tout ce que vous posez, bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Parce que vous n'aurez jamais tout le monde en train de vous jeter des fleurs. Sinon, ça n'a pas de sens. Il y aura toujours des gens qui vont vous dépeindre autrement. Vous-même, quand vous écoutez, vous allez dire, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on me voit? Donc, je vais dire simplement que ça ne peut même pas m'ébranler. Certains s'attendaient à ce que vous vous excusez publiquement par rapport à ce qui a été diffusé comme image. Ce n'est pas une affaire d'excuse publique. Parce que quand vous vous excusez sur quelque chose, ça signifie que d'abord, les gens ont mis cette chose avec des règles. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire aussi, par rapport aux problèmes posés, vous-même vous reconnaissez que vous étiez, j'allais dire, en faute. J'ai dit, ici, ce n'est pas le cas. Parce que pour moi, en attendant, toujours lorsqu'on attend l'arrivée de notre président, avant qu'on ne commence chaque séance, chacun s'affaire à tout. On peut se détendre, on peut faire ces choses, et après, il y a le temps de clôturer cette chose, et puis on passe. Mais est-ce que vous avez un sentiment de déception avec la tournure que prennent ces genres d'événements dans le pays, au Burkina Faso? La moindre chose qui se retrouve sur les réseaux sociaux, ça prend une grosse polémique, ainsi de suite. Oui, la déception, disons, vient du fait que, vous voyez, en Afrique même, de façon globale, hein, ce n'est pas le Burkina seulement, mais le Burkina est un cas particulier avec tous ces problèmes. En ce sens que le Burkinabé, hein, là je reprends, j'allais dire quelque chose que Abdoulaye Ouédraogo avait dit, le Burkinabé est fondamentalement, à mon avis, méchant. Ah oui. Moi, vous le confirmez, vous trouvez? Moi, je crois. C'est-à-dire que méchant dans le sens de dire le Burkinabé est trop jaloux, est envieux. Mais tout ça là, ça devrait être des choses qu'on devrait transformer en quelque chose de positif. Parce que si quelqu'un, tu es envieux, il faut travailler à être comme la personne et non chercher à tirer par le bas. Il est peut-être trop exigeant, le Burkinabé. J'aurais voulu cette formule parce que là, on veut que les députés soient des exemples au sein de la société. Mais c'est bon. Vous transformez ça sous le signe de la jalousie, de la méchanceté. Non, on déplace un peu le débat. Non, je parle surtout pour ceux qui en ont fait l'utilisation. Oui. Et c'est ça qui est souvent le problème. Sinon, je dis, le journaliste qui a fait les images n'a pas fait dans une intention. À mon avis, hein, je ne pense pas qu'il l'ait fait pour... C'est une interpellation citoyenne, c'est son voilà, rôle de journaliste. C'est son rôle voilà. de journaliste, Oui. de montrer un peu les choses, celui qui dort, celui qui fait ceci, qui fait cela. Mais
à partir de ça, l'utilisation que d'autres en font, parce que les gens ont saisi ça immédiatement et ont commencé à balancer du n'importe quoi dans la toile. Ça peut constituer donc des dividendes politiques, ça je ne vous apprends rien là-dessus. Vous êtes politicien, vous savez que c'est ça aussi la politique. C'est ça la politique, oui. Donc il faut être vigilant. Ça vous désole? Ouais. Bon, écoutez, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est arrivé, c'est arrivé. Alors, toutes ces personnes qui nous regardent, qui pensaient que Bissirou Joseph Sirima, quand il prendra la parole après ces événements, aurait pu s'excuser, alors, eh bien, ils vont encore patienter sans doute. Ce n'est pas une affaire de patience, ni une affaire d'excuse. J'ai donné l'explication. Ou bien, ce n'est pas convaincant. J'ai donné l'explication. Ce n'est pas, d'abord, le fait de la polémique vient du fait qu'on s'est intéressé à ma seule personne. Vous avez... il y a d'autres députés vous avez montré des images. Il y en a peut-être qui faisaient des choses pires. Comme quoi, mais non, moi je ne vais pas rentrer dedans. Mais ce que je veux dire, c'est le fait que les gens se soient concentrés sur ma personne. Je ne dirais pas que c'est du harcèlement, mais ça montre quand même peut-être mon importance. Donc ça montre aussi qu'il faut que je sois désormais plus vigilant, parce que les gens ont certainement trop de considération ou beaucoup de considération à mon égard. Je vois que vous positivez sans doute. Et je les remercie pour ça. Alors, est-ce qu'à partir de maintenant, on peut se dire que vous n'amènerez plus votre tablette au niveau de l'Assemblée nationale, notamment quand il y aura des déclarations de politique générale? Non, ma tablette est un instrument de travail. Mais pas pour jouer des cartes à l'Assemblée. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit désormais, je serai plus attentionné sur ce que je ferai de la tablette à l'Assemblée. Vous savez, au départ, les gens coupaient le réseau au sein de l'Assemblée. Pourquoi ne pas pour éviter, cela? non, pour éviter, surtout que les gens qui oublient leur téléphone, que ça sonne, ça dérange tout le monde. Mais le président Sakandé a estimé que, comme souvent il y a effectivement des retransmissions, bon, il faut permettre aux journalistes de faire leur travail. Si on coupe les réseaux, ça va couper tout. Ça va brouiller et les gens ne pourront pas travailler. Dans l'ancien Parlement qui a été incendié, on se rappelle bien, on partait pour des reportages. Les directs étaient toujours faits, mais on n'avait pas le réseau quand on rentrait. Malgré tout, les directs se faisaient. Ce n'est pas forcément l'argument. Peut-être c'est pour donner plus la liberté aux députés. Cela n'empêche pas les journalistes de faire leur travail. Non, il faut dire aussi, comme vous dites, dans l'ancien Parlement, aussi, il faut peut-être certainement dire que peut-être aussi les installations ne permettaient pas certaines choses. Est-ce qu'il y avait obligatoirement le Wi-Fi à l'intérieur de... Non. Donc, il faut relativiser. Alors, est-ce que cette situation même ne pose pas le débat aussi sur la forme et le fond du discours du Premier ministre, la déclaration de politique générale, souvent que l'on trouve souvent long, ennuyeux, et puis l'heure même qui est choisie et tout ça? Non, mais je crois que à ce niveau-là, effectivement, l'Assemblée a eu à se pencher sur la question et à ramener, parce que le président Sakandé, effectivement, a estimé qu'il fallait ramener les discours à un niveau raisonnable. Bon, non pas que le contenu peut rester, puisque nous recevons quand même le contenu entier. Maintenant, c'est la présentation qu'il faut voir certainement avant chaque déclaration ou bien chaque situation de la nation, parce que généralement la déclaration elle-même n'est jamais très longue, ça ne devrait pas. Je crois que, mais la situation, qui est un exposé complet de l'état de la nation, bon, elle est obligatoirement longue. Bon, alors, on présente à des députés, mais à travers les députés, puisque c'est du direct, c'est présenté à la nation. Il y a eu des confusions. Il y a certains députés, quand on écoutait les questions, on avait l'impression que c'était l'état de la nation et non une déclaration de politique générale. Ben voilà, ça, par contre, effectivement, les gens font beaucoup de confusion. J'ai dit tout à l'heure, la déclaration, elle est faite une fois. Oui. Parce que si le même Premier ministre, s'il est là, ce sera une fois. Et il doit présenter comment il veut
aborder la mise en œuvre du programme du président. Donc, ça peut arriver que ça ne fasse pas, ça ne convienne pas, ou bien même si ça convient, les gens vont poser des questions ou ils vont faire des suggestions pour améliorer la mise en œuvre. En l'occurrence, c'est ce que j'avais fait lors du passage de Paul Kabatieba. Voilà. Alors, l'une des images fortes aussi au-delà de Bissirou Joseph Sirima qui jouait aux cartes ou encore d'autres députés qui manipulaient les téléphones, ce sont les larmes du Premier ministre. Alors, est-ce que vous, de par votre expérience, de tout ce que vous connaissez du Burkina Faso, vous avez été également ému de voir un Premier ministre septuagénaire verser des larmes quand il parlait de la situation actuelle du Burkina Faso? Oui, ça m'a beaucoup ému. Je connais la personne. C'est quelqu'un de très, très, très sensible et qui aime son pays. Vous savez, ce n'était pas de la plaisanterie pour faire plaisir. Hein? Non, 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 non. Est-ce qu'on peut plaisanter, venir pleurer devant des gens et surtout devant non seulement devant la nation, mais c'est devant le monde entier. Avec un homme politique, tout est possible. Non, non, lui n'est pas de ce genre d'homme politique qui soit des gens qui veulent jouer au rigolo pour satisfaire. Non, 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 je ne crois pas. C'est-à-dire c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de très humain, naturellement. Je le connais très bien. Nous avons travaillé ensemble au niveau du ministère des Finances et c'est quelqu'un qui connaît les réalités de son pays. Donc, quand vous voyez ça et que vous dites, avec les peu de moyens, hein, et vous voyez, malgré tous ces problèmes, des gens qui vous attaquent. Bon, je ne dirais pas que... Ça donne envie de pleurer, c'est ça? Ça donne quand même envie de pleurer, c'est normal. Mais les Burkinabés sont plus préoccupés par les questions sécuritaires. Le nombre de morts ne fait que s'augmenter. On a un décompte macabre qui se poursuit. Et là, c'est ça le problème au Burkina Faso. Vous parlez des réalisations dans un pays d'insécurité où on ne peut pas voyager dans la tranquillité. C'est tout de même un pouvoir politique qui n'arrive pas à faire face à la situation. Non, je ne pense pas qu'il faille voir ça comme ça. Dans ce sens que, je vous donnerai un exemple. Oui. Au moment où nous étions en train de mettre en œuvre le MCA, les attaques avaient commencé. Hein. Elles avaient commencé d'une certaine manière. Mais n'avaient pas atteint ce seuil-là. Voilà. Mais le Burkina, dans sa partie du Sourou, comme toute la partie nord, était déjà désigné zone rouge. Et quand on désigne zone rouge, ça veut dire concrètement que les bailleurs de fonds ne veulent pas que le personnel, surtout étranger, aille là-bas. Donc, il a fallu, à l'époque, nous avons dû, bien sûr, voir avec le Premier ministre, avec le ministre de la Défense, avec le chef d'état-major, pour concrètement mettre un détachement au Sourou. Sinon, les gens avaient dit, bon, on arrête. Mais qui a senti ça? On a couru pour le faire et prendre les dispositions. Mais ça, c'est un cas. Mais lorsque vous avez 1000 cas, est-ce qu'on peut attendre de prendre les dispositions au cas par cas? Avec quelles ressources? C'est pour ça que le Premier ministre, dans son discours, a demandé, bien sûr, l'aide internationale, l'appui de nos partenaires oui. Et aussi, disons, l'appui, pas forcément financier, de nos voisins de la sous-région. Même si c'est logistique, comme on dit très souvent. Alors, est-ce que vous pensez que c'est cette solution-là qui va nous sortir du bourbier dans lequel nous sommes aujourd'hui? Nous sommes indépendants, nous sommes fiers de le proclamer partout, alors que nous sommes incapables de sécuriser nos frontières. Quand vous le dites comme ça, là, ça me donne envie vraiment de rire. Pourquoi? Parce que vous pensez que, parce que je suis indépendant, si vous avez des gens qui ont comme programme d'action de vous déstabiliser. Vous faites allusion à qui? À ceux qui nous attaquent, ou bien vous pensez que le verre est dans le fruit actuellement, comme ce qui se dit un peu dans l'opinion?
le verre est dans le fruit, ça veut Du dire... genre des Burkinabés qui s'attaquent à leur propre patrie? Moi, ce que je peux dire simplement, c'est que voilà un président qui est venu avec un programme clair. À peine, il n'a même pas, après sa prestation de serment seulement, une grande attaque dans la capitale. Combien de morts? Bon, vous pensez que le Burkina a les moyens, parce que c'est un pays souverain, de juguler seul ces genres de choses? Je pense au contraire qu'il faut fédérer les forces. Le Mali, vous l'avez vu, ça a commencé là-bas. Ça a commencé au Mali. Donc, si les pays veulent agir isolément, on ne pourra jamais juguler ce fléau. C'est pour cette raison l'existence du G5 Sahel. Vous y croyez en cette affaire? Ah, moi j'y crois. On n'arrive pas à mobiliser les ressources. Finalement, chaque pays commence à se débattre comme il peut, ainsi de suite. Bon, c'est pour ça, quand on dit mobiliser les ressources, oui. Nous, les Africains, on a souvent un problème. Quand on crée une structure de ce genre, tout de suite, on voit comment les gens vont manger dans la structure. Et quand on regarde uniquement les aspects financiers, mais quand on raisonne comme ça, c'est difficile. Mais il faut des ressources financières pour pouvoir quand même opérationnaliser le G5 Sahel. On a vu la conférence de Bruxelles il n'y a pas très longtemps pour chercher des financements. Oui. Aujourd'hui, oui. Le G5 Sahel, je dis qu'il y a d'autres manières d'approcher le problème qui peuvent nécessiter peu de moyens financiers. Vous voyez, si les gens, on veut faire que des, comment on dit, les manœuvres militaires, ça coûte cher. Nous n'avons pas ces moyens. Mais on peut faire autrement. Et on peut faire autrement ces manœuvres. Je ne suis pas militaire, mais je veux dire qu'aujourd'hui, sur le plan politique, on peut, tous les pays du G5 Sahel peuvent arriver véritablement, si on veut s'attaquer au problème là, peuvent arriver à trouver des solutions qui ne comptent pas ou qui ne soient pas adossées seulement sur le financement extérieur. Il faut qu'on est toujours dans cette situation de léthargie continue. Parce que je pense que, ce que j'ai dit, les Burkinabés sont toujours en train de juger, ils ne donnent pas le temps au temps. Ah, mais un mandat présidentiel, c'est fini. Nous sommes pratiquement en 2020. Oui. Quel temps vous voulez encore pour un programme sur lequel on avait tellement d'ambition, on a vendu un rêve, la solution et tout ce que vous voulez? Oui, et la solution, je pense que la solution est toujours par cette personne et par ce parti. Parce que aujourd'hui, là, je vous défie, je vous mets au défi de trouver un parti qui soit vraiment à mesure de faire mieux que ce parti-là aujourd'hui. Ah oui? Vous n'avez pas peur de l'UPC, du CDP, de la NAFA et tous ces partis politiques-là? Vous voyez, moi, l'UPC, vous voyez qui dans l'UPC? Zéphirin Diabré, le président du La personne du président, c'est ce que j'ai dit. La personne du président Zéphirin, je respecte sa personne. Mais on met un programme en œuvre avec d'autres personnes. Il n'a pas des hommes capables, selon vous, de diriger ce Burkina? Moi, ce que je vous demande, vous regardez dans son parti, honnêtement, et vous me dites, il a la volonté, hein. Zéphirin était mon ministre des Finances. J'ai travaillé avec lui, je le connais, dans ses ambitions aussi, de faire du Burkina quelque chose. Mais, vous savez, nos pays africains, pour la plupart du temps, quand vous regardez un peu partout, sont d'abord des pays qui sont basés, le développement est basé sur l'option
de personnes et souvent, c'est basé sur des appartenances. Est-ce que vous croyez à la théorie des baobabs? Parce que Zéphirine Diabré avait déclaré qu'il y avait 3 baobabs. Si les 2 baobabs s'associent, ils peuvent terrasser donc le 3e baobab qui est le MPP. Généralement, un baobab, comme vous le dites, est figé. Donc, les baobabs ne peuvent jamais s'associer. Comme vous avez pris l'exemple du baobab. C'est ce qu'il a dit politiquement Oui, parlant. Donc vous dites... c'est pour ça que je dis politiquement aussi, les baobabs ne peuvent pas s'associer. C'est ça. Regardez physiquement le baobab, regardez comment il est. Mais ce n'est qu'une image, vous n'allez pas prendre ça au premier degré tout de même. Je pense que vous n'avez pas pris non plus au premier degré. Parce que vous savez très bien que c'est l'image que j'utilise toujours. Oui. Vous avez eu le cas en RDC. Quand on dit baobab, ils avaient décidé de s'associer. Est-ce qu'ils ont pu s'associer? Vous avez dit baobab. C'était des baobabs. Maintenant, si des baobabs s'associent à des roseaux, ça peut faire mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, les baobabs ne pourront jamais s'associer. Et cela ne vous inquiète même pas du tout? Non, non. Ça ne on a l'impression, quand on vous écoute, pour vous, 2020 pour le MPP, c'est un boulevard qui est ouvert et le président sera réélu. Non, pour moi, je pars du principe et de la réalité que le président détient le meilleur programme de gouvernement. Malgré toutes les difficultés. Il détient le meilleur programme. Je pars de ce principe et je pars de ce constat. Donc, le peuple burkinabé saura en son temps, parce que le peuple n'est pas un peuple d'excité. Le peuple saura faire la différence entre est-ce qu'on l'a laissé travailler? Est-ce qu'il y a eu tout ce qu'on peut appeler, quand on dit en mathématiques, si tout reste égal par ailleurs, on est toujours... Si effectivement tout restait égal par ailleurs, en ce moment on peut le juger. Le délit d'apparence, on a vu 2 ministres, il y a un qui n'est plus dans le gouvernement, l'autre y est toujours. On parle de réalisation infrastructurelle assez importante dans leur village et autres. Est-ce que vous pensez que tout cela contribue à polluer davantage le débat sur la question de la corruption, de la bonne gouvernance? Oui, ça contribue. Parce que moi, je dis une chose. Oui. Il faut, quand c'est des cas, il faut être clair là-dessus. Il faut être très clair. Nous avons une institution, la LC. Le LC a été ajouté parce que non seulement on veut donner les moyens à l'institution de faire son travail, mais on lui a donné aussi l'initiative d'engager des choses, sans attendre qu'on dise « allez voir là-bas, allez voir là-bas ». Donc, pour moi, l'institution doit faire son travail. Et je pense qu'à mon avis, l'institution l'a fait. Mais est-ce que c'est la finale? L'institution l'a fait. Oui. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut communiquer clairement aussi sur ces choses-là. Mais alors, il y a un autre élément important. Est-ce que quand un ministre est soupçonné de blanchiment d'argent ou de délit d'apparence, il doit quitter son poste, quitte à ce qu'il soit blanchi pour revenir selon vous? Bon, c'est une question, à mon avis, personnelle pour chaque ministre. Non, mais ça aurait pu être aussi une question de gouvernance. Non, c'est une question de gouvernance politique. C'est une question de gouvernance claire. Oui. Mais est-ce que quelque part on a écrit que dans ces cas-là, il faut que le ministre démissionne? Le MPP peut donner l'exemple en le faisant. Non. Si un ministre ne veut pas démissionner, le parti peut le faire démissionner parce qu'il n'est pas là de son propre chef. Mais il ne faut pas non plus, j'allais dire, directement se fier aux apparences pour directement prendre des décisions. Alors, un autre élément très important, c'est qu'on est pratiquement en fin d'émission. J'aimerais vous entendre sur l'histoire du MCA. Vous avez été le premier responsable de cette structure. À un moment donné, votre nom a été traîné, je pourrais le dire, dans la boue. On vous a même accusé d'avoir détourné une V8.
Est-ce qu'avec le recul, vous pensez que ce sont des accusations fallacieuses? Vous défiez quiconque d'apporter la preuve. On a même parlé de changement d'immatriculation à votre profit sans passer par la douane. Est-ce que dans un pays organisé, vous pensez que c'est possible? Je dis non. D'abord, pour ce qui concerne les MCA, je pense que, comme vous l'avez demandé, c'était une opportunité importante pour le pays. Et j'apprécie beaucoup la manière de faire des Américains par rapport à l'aide. J'ai été pendant 7 ans directeur de la prévision, j'ai suivi les programmes d'ajustement et autres pendant 9 ans. Je connais les failles du système de financement extérieur. Je connais les avantages et les inconvénients. J'ai dit, les Américains se sont refusés toujours à faire l'aide publique parce qu'ils savent que dans les pays, il y a des conditions qui font que l'aide publique ne peut pas servir efficacement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis eux-mêmes un système en place qui permet de rendre éligibles les pays qui sont gérés, qui sont bien gérés, et de faire de ces pays des exemples, parce que le compact, là, c'est le pays qui l'élabore, contrairement aux autres systèmes. Oui. Et donc, ce compact-là, c'est vous qui définissez ce que vous voulez. Et eux, ils viennent faire la contre-expertise. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on veut faire ça. Mais il faut voir est-ce que ça tient la route dans le délai imparti. Parce que le délai d'exécution, c'est clair, c'est 5 ans. Alors, est-ce que ça peut tenir? Donc, ils viennent faire ce qu'on appelle la due diligence pour s'assurer que ça pourra finir à temps et avoir un impact économique. C'est pour ça que, très souvent, c'est des projets qui ont un impact économique important, qui sont retenus dans Est-ce que vous voulez dire que tous les mécanismes qui ont été développés ne permettent pas aujourd'hui qu'on arrive à un détournement d'un véhicule V8 comme le cas, voilà. Votre cas particulièrement? Voilà, dans notre cas particulier, oui. En fait, chaque MCA donc, a un budget de fonctionnement, bien entendu, mais chaque MCA, de par les activités qui sont dégagées, achète un certain nombre de matériel pour son fonctionnement dans les véhicules, parce qu'on fait des sorties et autres. Je rappelle du reste que notre MCA a racheté les véhicules du Mali, pour commencer. Dans ces véhicules, il y a cette fameuse V8 là qui figure. Non, je suis en train d'expliquer. On n'est plus par le temps, on va aller voilà. de façon donc, succincte. Nous avons acheté les véhicules du Mali et nous avons complété par d'autres. Parmi ces autres-là, nous avons dans le compact des volets. Par exemple, infrastructure pour les routes. Donc, la V8 en question était un véhicule acheté par l'entreprise qui devrait donc exécuter les routes. Et c'est dans les trucs très clairs que l'entreprise met parmi les véhicules qu'elle doit acheter, c'était à la disposition du MCA pour faciliter le travail, par exemple, de contrôle. Et moi, en tant que coordonnateur, j'avais un véhicule qui n'était pas cette V8, donc qui me sert pour le travail de coordination. Donc, pendant, vous savez bien, on allait partout, c'est des kilométrages. Donc, ce véhicule était, j'allais dire, esquinté. Donc, on a demandé un véhicule. Donc, à l'époque, vraiment, comme j'ai dit, les véhicules qu'on avait rachetés étaient déjà usagés et on n'avait pas vraiment... Et on a demandé donc l'appui du projet route. Et c'est comme ça que ce V8-là a été mis à ma disposition
dans le cadre donc de la coordination. Alors, normalement, 6 mois avant la fin du projet, nous devons faire un recensement général de tous les biens et décider de comment on va affecter. Le Burkina était pour la première fois, j'allais dire, le seul pays qui a pu donner des véhicules à l'État dans le cadre de la fin du compact. J'ai donné des véhicules à des communes, à des ministères et autres. Et là-dessus, nous avons bien sûr donné l'autorisation d'immatriculer. Alors ce véhicule-là, on l'utilisait et je me rappelle bien le jour de ce truc-là, parce que nous allions pour saluer, disons, le mari d'un membre du COS, le comité d'orientation, qui fait office de conseil d'administration. Son mari était malade. Nous sommes allés en équipe du MCA pour rendre visite. Et moi, je devrais continuer après au Sourou. On est allé, au moment de tourner pour aller à la clinique du cœur, à la route qu'on a prise, le dernier virage, le véhicule s'éteint. Donc, on était en queue leu. Le véhicule s'est éteint, on est arrêté. D'après venir demander, on dit, bon, prenez, vous qui étiez dans mon véhicule, prenez tel véhicule, on va rappeler un véhicule au niveau du service pour venir nous chercher. Nous, on a continué, paix à son âme aujourd'hui, et nous sommes allés rendre la visite, et le temps que j'arrive au Sourou, malheureusement, son mari était décédé. Bref, ce sur quoi je veux insister en réalité, c'est que le véhicule était déjà dans une situation où il fallait réparer ou alors déterminer ce qu'il y a à faire. Dans notre façon de travailler avec les Américains, j'ai écrit une lettre officielle pour demander la réparation d'un certain nombre de véhicules, dont ce véhicule. On avait des factures pro forma qui montaient autour de 8 millions et quelques. Les Américains nous ont dit, nous sommes presque à la clôture. Ce véhicule, si on doit le réparer, à ce prix, ce n'est pas la peine. Mettez-les hors d'usage. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a encore trouvé un autre véhicule. Maintenant, au moment, comme je disais 6 mois avant, nous avions déjà déterminé les véhicules et comment à peu près affecter. Et on devait créer une structure qui devait remplacer le MCA pour finaliser. Ça s'appelait l'APD. Et l'APD, donc, on avait décidé d'affecter tout ce qui était matériel de la direction. Donc, pour l'APD. Dont ce véhicule, à 6 mois. Mais au moment où ça s'est fait, le véhicule a été déclassé. Donc, on l'a enlevé en réunion officielle devant les Américains. Ça a été déclassé. Et donc, tous ces véhicules qui ont été mis au rebut ou qui étaient dans une situation un peu, j'allais dire, pas en bon état, parce qu'on ne va pas remettre des véhicules en mauvais état à l'État. Donc, tous ces véhicules-là, on les a sortis et on les a mis en vente. Voilà. Ce véhicule faisait partie. Et du reste, ce n'est même pas moi qui l'ai acheté. C'est un de mes collaborateurs qui a utilisé, qui a demandé au garagiste où le véhicule était donc de soumissionner parce que lui, il avait l'intention de faire quelque chose. Et le garagiste a soumissionné. Il est allé payer le chèque à l'époque, puisqu'on a demandé d'être sous pli fermé. Donc, il a payé le chèque et normalement, si tout était bien, normalement, il devait recevoir de ma part, une attestation comme quoi il peut immatriculer.
peut dédouaner et immatriculer. Bon. Malheureusement, le cas de ce véhicule, ce n'était pas un IT comme nos véhicules, c'était un AT. Donc, c'est des procédures qu'on ne maîtrise pas. Donc, ça n'a pas pu suivre, j'allais dire, les règles. Donc, vous n'avez jamais à aucun moment voulu vous soustraire des procédures normales et autres au cours... La preuve, c'était dédouané. Ce véhicule a été dédouané. Ils sont venus dire, c'est pas dédouané. J'ai dit, ok. J'ai dit, j'ai des problèmes pour dédouaner parce que vos textes là, ça pose problème. J'ai dû payer 6 millions comme amende. J'ai payé ça. Parce qu'on a dit, depuis au moment où on a clôturé, on devait venir à la douane et présenter le véhicule pour avoir un certain nombre de papiers. Bref, on n'était pas au courant. Donc, comme ils sont venus, c'est au bureau, ce qui veut dire c'est une orchestration. Donc, ils sont venus. Ils sont venus faire leur travail. En bon, ce travail-là doit être fait partout. Parce que vous savez... Vous pensez que c'est vous seul qui êtes la cible alors? Non, j'ai dit dans le cas présent. Parler d'orchestration, c'est quand même grave en termes d'accusation. Ce que je veux dire, oui. Il y a aujourd'hui, dans ce pays-là, des véhicules qui ont été soustraits frauduleusement. Mais est-ce que vous avez fait des dénonciations comme vous semblez avoir la liste de ces véhicules? Je n'ai pas une liste exhaustive, je connais beaucoup de cas. Et vous êtes prêt à les dénoncer? L'environnement ne me permet pas de le faire. Mais ça pourrait se faire à huis clos, hein. Comme la direction générale des douanes nous regarde, je pense qu'on pourrait prendre attache avec vous plus tard. Alors, je voudrais que vous rassurez, parce que apparemment votre image aussi a été ternie par le mot détournement. Trop ternie, surtout ma famille. Vous savez, ma femme est très sensible à ces choses. Elle en a pleuré, elle dit comment je... Tu vois, parce qu'ils me connaissent. Mes enfants me connaissent. Moi, j'ai fait... on a parlé du pass là. Moi, j'ai fait le suivi du programme d'ajustement à des moments où, pour même payer ma facture d'électricité, je n'ai jamais... C'était grave. Ma femme m'a appelé au moins une fois, pendant qu'on était en négociation, pour me dire, ah, la Sonaba est venue couper. Je suis en train de discuter sur des problèmes d'État. Je veux dire que si c'était vraiment le vol là, pour voler, vraiment, je n'aurais pas accepté les sacrifices dans ce poste-là. Parce que pendant, pratiquement, j'ai donné plus de 20 ans à faire l'observation, le suivi, parce que j'aime mon pays et j'ai toujours travaillé à vouloir donner, c'est-à-dire ce que j'avais constaté en tant qu'économiste, à renforcer les statistiques de mon pays pour pouvoir faire des prévisions, j'allais dire, efficaces. Alors, donc, vous ne souhaitez pas que cela arrive même à votre pire ennemi, hein? Je ne souhaite pas que cela arrive même au plus grand de mes ennemis. Je ne souhaite pas. Parce que je trouve que ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est bas. C'est très vil, ce qui a été orchestré. Si après je vous dirai dans les détails. Mais les douaniers même qui ont été commis pour faire ça, ont parlé, ont regretté. On dit qu'on les a utilisés contre quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour ce pays. Ils l'ont dit. Voilà qui est suffisamment clair. À 67 ans en 2020, 67 ans en 2020, je précise, est-ce que vous comptez abandonner maintenant la politique? Est-ce que vous dites que c'est le moment ou jamais pour moi de passer la main à d'autres personnes, à des jeunes? Non, il faut faire la distinction. Passer la main et abandonner, c'est autre chose. C'est différent. J'estime que quand on fait du développement, on n'est jamais fatigué de le faire. Et on doit toujours avoir les ressources nécessaires, c'est-à-dire la volonté, qu'est-ce que soient les attaques. Il faut continuer parce que vous voulez le développement de votre pays. J'ai foi en cela. Maintenant, bien entendu, on n'a pas toujours la force pour indéfiniment le faire. C'est pour ça
il faut préparer aussi la relève. Il faut... Est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là? Est-ce que vous êtes dans la dynamique de la préparation de la relève? Ah oui, je suis dans cette dynamique. Est-ce qu'en 2020, vous serez encore candidat pour la députation dans les Cascades? On n'est pas encore en 2020. Ce que je veux dire, c'est que la dynamique de la relève, là, c'est travailler, préparer les gens à voir la politique là autrement. C'est-à-dire à comprendre là, que la politique, dans son sens noble, c'est réellement préparer le développement. Voilà. Ce n'est pas faire des coups bas, des choses, non. Bistiri Joseph Sirima, annoncé à plusieurs reprises comme Premier ministre, comme DG Sonabi, Sonabel, pratiquement beaucoup d'institutions. On vous a même annoncé à l'UEMOA. Toutes ces annonces-là sont tombées à l'eau. Qu'est-ce qui ne marche pas finalement? À plusieurs reprises, même récemment encore, votre nom était dans la shortlist pour être Premier ministre. Qu'est-ce qui ne marche pas pour vous? Bon, moi je ne sais pas si on peut parler de qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui marche. Parce que, je l'ai dit toujours, le Premier ministre est choisi par le président du FASO en fonction de beaucoup de paramètres. Mais je ne crois pas que je sois un super homme pour, comment dire, répondre à tous ces paramètres. Peut-être qu'il y en a qui répondent mieux que moi. Mais est-ce que vous espérez que ça arrive un jour? De toute façon, ce que je peux dire, en réalité, c'est que quand on est prêt en tant qu'homme politique, en tant que citoyen, en tant que cadre, on est prêt à servir son pays dans n'importe quelle position. Dans n'importe quelle position. Si on vous appelle demain matin, vous allez être le Premier ministre du Burkina sans problème. J'ai dit, je suis prêt à servir mon pays dans n'importe quelle position et à tous les niveaux. Sans exception. Jusqu'à la présidence du FASO? J'ai dit à tous les niveaux. Une candidature éventuelle, vous y pensez souvent? Non, je n'y pense pas parce que pour moi, je vous l'ai dit, les conditions, j'allais dire, sociologiques de notre pays ne me permettent pas pour l'instant, en tout cas, d'envisager une candidature à la présidentielle. Je pense qu'il faut travailler plus à faire en sorte que demain, pour tout le monde, que tout Burkinabé puisse pouvoir se présenter sans vraiment problème, sans difficulté. Je ne parle pas des difficultés financières. Que tout Burkinabé puisse le faire et surtout puisse espérer. C'est ça qui est important. Parce que si, j'allais dire, les conditions sociologiques ne sont pas réunies telles que je le pense pour le moment, c'est pour moi, en tout cas, inenvisageable de pouvoir me jeter, parce que pour moi, je crois à l'utilisation d'une position pour changer les choses dans mon pays, mais pas pour mon ventre. Parce que beaucoup se présentent à la candidature, ils savent très bien qu'ils n'iront jamais loin. Mais ils veulent... Ce sont des compléments d'effectifs. Voilà. Bon, pas seulement compléments d'effectifs, c'est le calcul qui est fait derrière. C'est le calcul. Parce que d'abord, déjà, comme on paye les partis politiques, et déjà, il y en a qui prennent, ils vont pour ça. Et deuxièmement, il y en a qui le font parce qu'ils se disent, bon, si j'arrive à engranger quelque chose, on va compter avec moi. Et peut-être qu'on va lui proposer quelque chose. Ça a été souvent le cas. Donc, c'est pourquoi je dis, je ne veux pas faire de complément d'effectifs. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Burkina Info. Merci beaucoup. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Ainsi prend fin l'émission de ce jour. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.